Good picture, Steve. Roger roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe de RLM fête les 40 ans d'Apple en compagnie de Jean-Louis Gasset, le fondateur d'Apple France et successeur de Steve Jobs en 1987 à la tête de la recherche et développement de Cupertino. Retour donc sur l'histoire d'Apple et les coulisses du constructeur en compagnie de son ancien vice-président. Bonjour à tous, soyez bienvenus dans le studio Dailymotion. Vous en avez l'habitude, Dailymotion qui nous accueille chaque semaine et nous diffuse en exclusivité dès le vendredi soir. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton qui apparaît en haut de l'écran. Vous nous retrouvez également en podcast sur iTunes, en HD et en version audio. N'hésitez pas à vous abonner. Et également sur notre site www.onrefaitlemac.com. Également un salut particulier aux internautes du site internet Mac Forever qui nous diffuse désormais chaque semaine. Merci à eux. Et donc merci à toutes les équipes de nous suivre sur Mac Forever. Mais avant de présenter un petit peu notre dispositif un peu exceptionnel, cette semaine, notre partenaire Lassie vous offre 2 disques durs Porsche Design Mobile Drive Gold exclusif Apple d'une capacité de 2 Tera en répondant à la question qui vous sera posée à la fin de cette émission. Lassie est un partenaire technologique d'Apple depuis de nombreuses années et va encore vous le prouver prochainement. Rendez-vous le 19 avril prochain. C'est les 40 ans d'Apple, vous les fêtez. On vous offre cette semaine, regardez, 10 exemplaires d'iCreate spécial 40 ans d'Apple, 180 pages, 180 photos et 0 publicité. Et un exemplaire qui sera dédicacé par notre invité. Notre invité, c'est Jean-Louis Gasset. Bonjour Jean-Louis Gasset. Bonjour. Jean-Louis, vous êtes le fondateur d'Apple France. Vous avez rejoint Cupertino en 1985. On va essayer de retracer ensemble ces 40 ans qui se sont écoulés. C'est passé très vite. Ce fut un vrai bonheur, en tout cas pour nous, de suivre l'actualité d'Apple. Peut-être pas les 40 dernières années, mais au moins les 30 dernières. Et à mes côtés, comme chaque semaine, Paul Rony. Bonjour Paul. Bonjour Olivier. Alors ça te fait quoi d'être à côté de Jean-Louis Gasset ? C'est amusant parce que j'ai eu l'honneur et l'avantage d'écrire son portrait pour le hors-série d'iCreate. De commettre, on peut le dire. De commettre, exactement. Je vais voir si je ne me suis pas trop trompé. Bien. Alors avant de commencer et d'ouvrir ensemble le livre de souvenirs d'Apple et de Jean-Louis Gasset, on va commencer par le chiffre de la semaine. Vous en avez l'habitude avec Paul Rony. C'est facile cette semaine. C'est très facile cette semaine, Olivier. Qu'est-ce que c'est donc ? Qu'est-ce que c'est ? Cette semaine, c'est très simple. Le chiffre de la semaine, c'est 40. C'est la seule chose qui est en croissance perpétuelle chez Apple depuis son existence. C'est son âge. On voit ici une croissance absolument magnifique. Ah oui, ça c'est quasiment du tableau, c'est de l'étude de marché de la catégorie. 10, 20, 30, 40. Ouais. On va voir s'ils vont jusqu'à 50. Oui. En tout cas, voilà. Bon, on va essayer ensemble de retracer. On va commencer par les 10 premières années et les premiers mois d'existence d'Apple avec vous, Jean-Louis. 1er avril 1976, donc c'est la date de la naissance officielle d'Apple aux États-Unis. À l'époque, vous n'y étiez pas encore au sein d'Apple. Vous travailliez pour un grand groupe informatique déjà en 1976. En 1976, j'étais à Data General, qui était un concurrent, le plus gros concurrent de Digital Equipment. Ouais. C'était une espèce d'ordinateurs maintenant disparus, les mini-ordinateurs. On ne voit plus que des vestiges ici et là. J'avais passé un peu plus de 6 ans chez Hewlett-Packard, où j'avais vu Hewlett-Packard grandir et dominer l'informatique personnelle assez classique, avec des machines 16 bits à l'époque, la série 9800. Quand vous dites des machines, vous décrivez des ordinateurs, pour ceux qui sont les plus jeunes qui nous regardent, ça n'avait rien à voir avec la micro-informatique d'aujourd'hui. Hein. Ah mais si, par exemple, il y avait un des modèles de Hewlett-Packard qui avait un interpréteur basique. D'accord. Un disque dur, non, sérieusement. Mais il ne s'adressait pas au grand public, c'est essentiel. Ça s'adressait à des professionnels, à des scientifiques et techniques, compte tenu du prix. Du coût important, oui. Par contre, la difficulté intellectuelle n'était pas là. C'était aussi simple, voire plus simple même que les premiers les micro-ordinateurs. Hein. Quand les microprocesseurs 8 bits sont arrivés, Hewlett-Packard a regardé ça de haut et s'est fait confisquer le marché par en dessous. Et la genèse d'Apple, Paul, elle commence par une machine mythique, hein, c'est l'Apple I. Oui, j'en ai un.
Oui, c'est ce que J'en j'allais ai vous un, poser comme question. j'en ai un à la cave et j'en ai donné un autre au Computer Museum. Ça a une valeur inestimable, on est bien d'accord. Oui, si jamais... Vous avez besoin d'acheter un appartement, vous pouvez toujours prendre votre Apple. Hein. Pas un appartement dans le 7e arrondissement. Oui, ça vaut pas la peine. Paul, c'était pas un micro-ordinateur au sens que l'on connaît aujourd'hui en termes de définition, l'Apple 1. Hein, Alors non, effectivement, c'était une carte. Steve Wozniak et Steve Jobs vous vendaient une carte mère, voilà, qui était distribuée dans quelques magasins partenaires en Californie, qui contenait un processeur MOS 6502, MOS qui se fera racheter par Commodore ensuite, ce qui leur donnera un énorme avantage. Ouais. Il y avait quelques kilo-octets de mémoire vive, on pouvait y brancher un magnéto-cassette pour charger un interpréteur basique, on pouvait y connecter un clavier, et je vais m'attarder un peu là-dessus parce que c'est la vraie nouveauté, contrairement à l'Altair 8800 qui était un ordinateur, un micro-ordinateur. L'un des premiers micro-ordinateurs. Voilà, le grand concurrent qui en fait marchait avec des switches et des diodes et des boutons. En fait, voilà, des boutons exactement, comme des interrupteurs pour le courant, qui vous permettaient de faire de petits calculs. L'Apple 1, lui, vous permettait de voir en fait à l'écran, sur un écran de télé, le résultat de ce que vous tapiez. Donc c'était là déjà quelque chose de vraiment un petit peu révolutionnaire, parce que pour faire la même chose sur un Altair, il fallait acheter un téléscripteur, ça coûtait très très cher, plus de 6 000 $. L'Apple 1, lui, était à 666 $. Oui, tout un symbole. Tout un symbole. C'est pas un hasard. Alors si en fait c'est quasiment un hasard, c'est le prix plus 30%. C'est une recette qu'Apple applique toujours aujourd'hui. Déjà, et que vous avez appliqué quelques années plus tard, Jean-Louis. Déjà, Apple s'est fait rapidement un nom, déjà dès les premières années, dès les premiers mois. Vous en avez entendu parler comment la première fois d'Apple Alors au début, je croyais, comme beaucoup de gens, que Apple avait été financé par les Beatles. Ouais, oui, qui était la maison parce qu'il y a disque. Apple Records, la firme de disques, et bon, le Pékin de l'extérieur, de loin, pensait que c'était ça. On a vu que ça ne s'est pas si bien terminé que ça, puisque ça s'est terminé par un procès entre Apple Records et Apple. Et bon, ça s'est réglé à l'amiable avec beaucoup de dollars. Millions de dollars. Voilà, ouais, beaucoup de dollars. Zéro derrière la virgule. Oui. Non, mais c'était bien. On voyait ça de loin. J'étais donc dans ce qu'on appelle la mini-informatique, donc je n'avais pas approché ou acheté, parce que c'est très difficile d'avoir accès à ces produits-là. Et puis, fin 80, je rencontre un analyste financier à qui je servais de kremlinologue. C'est-à-dire qu'on se rencontrait régulièrement, il me donnait les communiqués de presse d'IBM, et je lui expliquais, je décodais le baratin, la langue de bois d'IBM. Et il me dit, tiens, je peux t'avoir des actions Apple de l'introduction en bourse en fin 80. Alors je dis non, moi je ne joue pas à la bourse, je suis matheux de formation. Apple avait déjà 4 ans à l'époque. Hein. Oui. Ça a été très vite. Hein. Ça a été très très vite. Et oh non, je ne joue pas à la bourse. Il me dit, bon ok. Et il cherche quelqu'un pour démarrer Apple France. Ben, je dis, c'est moi. Il me dit, mais comment ça, tu travailles? Alors, à l'époque, chez Exxon Office Systems. Exxon, qui est un producteur de pétrole, hein, oui, qui n'a rien à voir avec l'informatique. Mais Exxon s'était fait hypnotiser par les consultants. J'ai failli le prononcer en deux syllabes du BCG, en leur disant, écoutez, l'information est le pétrole du XXIe siècle, ce qui n'est pas faux. Oui, on le voit tous les jours, malheureusement. Le problème, c'est que la culture d'Exxon était complètement imperméable à la culture du milieu informatique. De la Silicon Valley. Et ça marchait très mal. Donc, j'étais en train de regarder si je ne devais pas partir. Et donc, j'ai rencontré, grâce à cet analyste-là, Ron Orlansky, le patron d'Apple Europe, qu'on appelait Lawrence d'Europe. Et comme Lawrence d'Arabie, c'était Tom Lawrence, qui est malheureusement décédé récemment, un ancien d'Intel. Et j'étais embauché pour fonder Apple France, qui était une belle affaire pour moi. Avant que vous nous racontiez dans un instant la genèse d'Apple France, qui doit être une belle aventure également, ce qu'on oublie souvent, Paul, c'est qu'on associe souvent Apple à Steve Jobs et Steve Wozniak, mais il y avait un troisième homme, Paul. Il y avait un troisième homme, vous le voyez ici, c'est Ronald Wayne, qui lui, pour le coup, alors il a dessiné le tout premier logo d'Apple, que je vais me faire un plaisir de vous montrer, puisqu'on le connaît très peu. Voilà, ce logo, c'est Newton sous son arbre avec la pomme qui scintille. Et c'est Ronald Wayne. Top, le logo.
c'est Ronald Wayne qui l'avait dessiné et il n'a pas souhaité en fait poursuivre l'aventure parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de risques, il se sentait pas vraiment à l'aise avec cet esprit start-up et il a revendu 10% d'Apple. Il était là pour en fait donner raison à l'un ou l'autre des deux Steve en cas de problème dans les années qui devaient suivre Oui, l'évolution. et puis au-delà, c'était quelqu'un d'un peu plus âgé. Voilà, il avait 20 exactement. ans de plus que Steve Jobs. Voilà. Ils s'étaient rencontrés à l'époque d'Atari. Et ça rassurait aussi la famille, et ça rassurait Wozniak et Jobs d'avoir quelqu'un qui avait déjà l'habitude Voilà. de la création d'entreprise, de régler les problèmes administratifs. Par contre, lui, il avait peur d'être un invité, Ron Wayne. Hein. Voilà, exactement. Alors c'est lui qui a fait qui a fait toute la paperasse. Après, ça a été Mike Scott qui a été le premier président qui s'en est occupé. Et il a vendu 10% de la compagnie, juste pour vous dire, $800. Voilà, il a vendu 10% d'Apple pour $800. Aujourd'hui, ça vaudrait plusieurs dizaines de milliards de dollars. Vous étiez, j'imagine, au courant de cette histoire? Non, Non. pas du tout. Pas du tout. C'est une histoire extraordinaire. Imaginez 10% Oui, la valeur de 10% d'Apple aujourd'hui. ça n'est pas inhabituel au tout début d'une entreprise dont on ne comprend rien. Ouais. Euh, Limite, il aurait pu investir dans une entreprise de fruits, puis fruitière, plutôt qu'une entreprise informatique. ouais, C'était juste, donc il s'est dit non, ils sont. Puis il faut quand même préciser que les deux fondateurs n'étaient pas des gens ordinaires. Oui, il était assez furieux, mais on va en parler ensemble si vous êtes d'accord. Et justement, la première création, on en a parlé avec Paul, et vous avez la chance d'en avoir un, c'était l'Apple I. Là, Apple France n'était pas encore créé, Non. mais Apple France a surfé sur la vague d'un ordinateur vraiment mythique au sein d'Apple. C'est l'Apple II. 谢谢你们各位的光临，这就是我的 Apple Computer。 Produktionskontrolle ohne den Apple unmöglich. My Apple is my manager. There are more people in more places doing more things with apples than with any other personal computer in the world. Estamos estudiando con la Apple. We use an apple to help balance payloads on the shuttle. My Apple has a great head for stats. It sure makes my job a lot easier. Man, we never travel without the apple. Sans mon Apple, je deviendrai fou. Jamais Apple non sbaglia mai. Lui sbaglia. Tu sei But imbecille. all these people using apples, most had never touched a computer before. This is my Apple. Apple, the most personal computer. Alors Paul, l'Apple II, c'est vraiment l'œuvre de Steve Wozniak. C'est vraiment le premier micro-ordinateur tel qu'on le définit grand public. C'est-à-dire que c'est le premier micro-ordinateur, en tout cas dans l'imaginaire collectif, on va voir avec Jean-Louis Gasset si c'est vraiment la réalité historique, vendu avec un boîtier, un clavier, plus tard un lecteur disquette et un écran, clé en main qui fonctionnait. C'est ça qui a véritablement changé et c'est ça l'approche différente de Wozniak et de Jobs. Alors en fait, oui, il y a ce qu'on appelle en 77 la Sainte Trinité, comme ça qu'on appelle ça en histoire de l'informatique. Il y a Tandy avec le TRS-80, Commodore avec le PET, Apple avec l'Apple II. On pensait que Tandy allait ramasser tout le marché parce qu'ils avaient une chaîne qui était la chaîne Radio Shack. Donc ils avaient 8000 points de revente, c'était un peu comme des Apple Store à l'époque pour faire simple. Petite parenthèse, là, ça y est, l'ensemble du marché, les industriels, les investisseurs ont compris qu'il fallait aller sur ce marché de la micro-informatique parce qu'il y avait un vrai potentiel. En clair, que chaque foyer allait s'équiper d'un ordinateur. C'était un peu l'idée. Doucement. Il y avait de grosses réticences. Bill Gates a dit plus tard un ordinateur par personne ou un ordinateur sur chaque bureau pour simplifier. Mais à une époque, les gens disaient, mais vous savez, j'ai passé toute ma vie dans le technique depuis juin 68 à entendre des gens dire mais non. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais, c'est trop petit, c'est trop bizarre, c'est trop différent, etc. Et donc l'idée que les gens s'achètent un ordinateur personnel, mais non, on a des ordinateurs. Moi je me souviens, on a un time sharing, il y a Basic, donc allez, circulez, on n'a pas besoin de vous. Non, c'était pas si clair, sauf pour des gens comme moi, des allumés comme moi, qui salivaient. J'avais salivé devant la 9100, le premier desktop computer d'HP en 68. C'est pour ça qu'on m'a embauché la personne qui recrutait. C'est la première génération de geeks, on peut dire ça en gros. Ah oui. Oui, enfin, moi j'étais geek à l'âge de 8 ans, je faisais des postes à galène, donc j'en ai 72, donc vous voyez l'intervalle de temps. Ouais. Mais il y a toujours eu d'un côté les geeks qui voyaient quelque chose, et puis
les gens de l'establishment qui avaient quelque chose qui marchait et que ces nouveaux produits dérangeaient. Et donc, il y avait cette opposition-là. D'accord. Paul, on le disait, donc l'Apple II, effectivement, essayer de matérialiser cette vision qu'a décrit à l'instant Jean-Louis, de produire vraiment un ordinateur qui soit familial, hein, même s'il était quand même assez cher pour tous les budgets. Et c'est vraiment $1248. Ouais. Et c'est vraiment l'ordinateur qui a été conçu de A à Z par un seul homme, quasiment. Oui, alors tout le circuit a été conçu par Steve Wozniak. Et alors, il faut savoir que l'Apple I n'avait qu'un slot d'extension, en gros, pour faire simple. L'Apple II en a 8. Pourquoi ? Steve Wozniak a imposé ce choix contre Steve Jobs, ça a été leur première engueulade. Steve a dit il n'y a pas besoin d'autant de ports, il suffit de 2 slots, un pour l'imprimante, un pour le modem, les gens n'auront besoin de rien d'autre. Et une vision de l'ordinateur fermé, déjà il veut fermer les produits, on l'a vu jusqu'à l'iPhone et le Mac aujourd'hui, et d'autres quelqu'un qui voulait ouvrir et laisser les geeks la possibilité de bricoler et d'inventer des usages. En fait, Steve Wozniak, lui, il a un rêve. C'est le rêve un petit peu d'une contre-culture sage et intellectuelle. C'est-à-dire qu'il rêve, par exemple, la couleur dans l'Apple II, ça vient d'un magnétoscope qu'il avait bricolé tout seul qui s'appelait une carte Revision. Et il a compris comment faire des couleurs avec des micro-ordinateurs. C'était grand. Jamais vu à l'époque. En se servant non pas vraiment d'une carte graphique, mais en se servant vraiment des points d'interaction qu'il pouvait y avoir avec le signal NTSC. C'est pour ça que ça a été difficile de faire après des versions pâles de l'Apple II, parce que le circuit graphique était très difficile à adapter. Mais vraiment, c'était un ordinateur qui avait été conçu pour être ouvert, pour que les gens puissent en faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Bien. Donc tu le disais, Paul, c'est vraiment l'œuvre de Steve Wozniak. Ah oui, vraiment. Jean-Louis, véritablement, on peut dire ça, que c'est vraiment quelque chose qu'il a conçu tout seul dans son coin et vraiment qui correspondait à l'attente de milliers de gens qui rêvaient d'avoir un micro-ordinateur. Plus que ça a dépassé les attentes. Dans l'avion pour revenir à Cupertino, j'ouvre le manuel technique, parce que je lis les manuels. Il y en a au moins un qui lit les manuels. Et j'ai été stupéfié par la combinaison de puissance et de simplicité de l'architecture logique et physique. C'était la marque de fabrique déjà de Wozniak. De Wozniak, oui, absolument. Chez Atari, il réduisait le nombre de composants. Chaque carte avait son espace mémoire. On pouvait même, donc, pour mettre ce qu'on appelle le programme pilote, le driver d'un périphérique, si on savait écrire du code mobile relocatable, comme on dit en franglais, on pouvait mettre les cartes dans à peu près n'importe quel slot. C'était ouvert, mais pas trop ouvert. C'était une merveille. Et la merveille des merveilles, c'était le contrôleur de disque souple. Du contrôleur de disquette. C'était ce qu'on appelle une state machine. Je ne connais pas le terme français pour ça, mais c'était un circuit. L'état de l'art du domaine. Et c'était beaucoup plus rapide, ce qui faisait que quand on faisait tourner CPM parce qu'on pouvait faire tourner CPM sur un Apple II, c'était un ordinateur CPM beaucoup plus rapide que tous les autres ordinateurs CPM du milieu à cause de son meilleur contrôleur de disque souple. Donc c'était une vraie merveille, cet Apple II. Donc c'était une merveille en matière technologique pour l'époque, pour un coût relativement raisonnable pour l'époque. L'ouverture, c'était aussi important, hein, une clé essentielle. Il y a eu énormément d'applications autour de l'Apple II. Et puis, on parlait de couleurs. Je vais dans les couloirs de Cupertino en février 81. Je rencontre 2 Français, Chaya et Chaligné, qui ont fait une société qui s'appelait Le Chat Mauve et qui avaient ils avaient un prototype pour une carte Péritel. Et donc avoir un bien meilleur affichage couleur que le NTSC dont on connaît la signification, never the same color. Donc, jamais la même couleur. C'est quand même assez moche. Et je me souviens, les visiteurs de Cupertino, voyant la carte Péritel sur alors en plus on faisait des trinitrons, vous savez, les petits téléviseurs trinitrons, ça. Ils étaient absolument stupéfaits par la qualité d'affichage. Et après ça, on a fait faire des moniteurs par Philips, qui étaient juste calés dans le design sur le dessus, le creux, la bosse en creux du dessus de l'Apple II. Et c'était très beau. Il y avait déjà aussi des efforts de design. L'ADN d'Apple était déjà là. Conception d'une machine qui rassure aussi par sa forme et son design pour essayer d'avoir un public qui d'ordinaire n'aurait pas été intéressé par l'informatique. C'est ça. Ce design et cette couleur, on les doit à Jerry Manock, qui sera aussi aux manettes pour le design du tout premier Macintosh. Après, il y aura toute l'histoire avec Frog Design et Helmut Esslinger. Mais l'Apple II, oui, effectivement, c'est le premier effort
de design pour un ordinateur familial. Pour la petite histoire, à côté, il y avait le PET de Commodore qui lui était fait en métal. Pourquoi du métal et pas du plastique? Parce que Jack Trammell, qui était un patron qui réfléchissait toujours de manière rationnelle, avait racheté une fabrique de meubles, de bureaux en métal au Canada. Il a dit pas d'injection plastique, on va rentabiliser cette fabrique de bureaux en métal qui ne sert à rien. Et donc les ordinateurs Commodore ont été en métal pendant 5 ans grâce à ça, pendant que l'Apple II, lui, avait droit à un joli moule sur mesure et une injection plastique. Il faut savoir que les tout premiers modèles d'Apple II n'avaient pas les petites ailettes de ventilation et qu'ils avaient une petite tendance à cloquer. On en a quelques-uns en collection. Si on laisse parler, l'Apple II, il peut nous en parler pendant 1h30. Oui, il y a de quoi d'ailleurs. Il y a de quoi. Et n'oubliez pas, cette semaine, notre partenaire LaCie vous offre 2 disques durs Porsche Design Mobile Drive, Gold exclusif Apple, d'une capacité de 2 Tera, en répondant à la question qui vous sera posée à la fin de cette émission. LaCie est un partenaire technologique d'Apple depuis de nombreuses années et va encore vous le prouver prochainement. Rendez-vous le 19 avril prochain. Il a connu un incroyable succès, cet appareil, notamment et particulièrement, on arrive tout doucement à Apple France, au niveau de l'éducation, dans les écoles, dans les universités. Oui, ça a très bien marché, d'autant plus que, on saute un peu en avant, mais j'ai bénéficié par, je dirais presque une négligence bienveillante de la maison mère, de beaucoup de liberté. Dans la gestion de ce qui était une fausse filiale. Il y a toute une histoire, là, on la racontera ou pas, mais c'est hilarant. La façon de faire le tour du gouvernement français de l'époque. Alors allons-y, Apple France est créé en 1904, fin de l'année 80, c'est ça? Oui, enfin, je signe mon contrat le jour de l'introduction en bourse, 12 décembre 80. Et très rapidement, je suis chargé de passer de notre importateur, Georges Zimret, qui avait qui faisait un très bon métier d'importateur, à une société qui s'est appelée Cédrin, qui sont les 3 dernières lettres de mon patronyme, et les 4 DRIN, 4 dernières lettres de la rue où j'habitais à Boulogne à l'époque. Il a fallu créer une société parallèle, en fait. Oui, parce que le gouvernement français ne voulait pas d'Apple en France. Pour protéger les constructeurs. Pour protéger les constructeurs français, comme Goupil, par exemple, Thomson. Thomson, M5, TO7 qui arriveront un peu plus tard. Oui. Bon, c'était comme ça. Et j'ai été très bien conseillé par un cabinet d'avocats local. Ouais. Et donc, on a fait une société qui était à mon nom, avec un capital entièrement versé de 20 000 francs. Ouais. Une SARL qui s'appelait Cédrin. Et nous étions commissionnaires sous le régime d'importation, de courtage des fruits et légumes. C'est pas une blague. Non, je n'exagère rien. Ouais. D'une firme qui s'appelait Apple Zeist, qui était une firme aux Pays-Bas. Ouais. Il y avait un ancien camp militaire américain dont les locaux avaient été remis à disposition. Il y avait tout un tas d'entreprises de distribution. Donc il y avait Apple Zeist qui était là. On avait des terminaux sur lesquels on passait les commandes et les machines étaient expédiées, ne passaient entre nous-mêmes et nous n'étions jamais propriétaires des marchandises, nous étions juste commissionnaires et donc on ne pouvait pas nous empêcher de faire ça puisque les capitaux, les entrepôts, tout ce qu'il fallait pour les stocks étaient possédés par une entreprise néerlandaise. Donc, c'était presque l'optimisation fiscale avant l'heure, ce que vous décrivez là, Jean-Louis. C'était complètement légal, je tiens à le souligner. Oui, mais enfin bon, écoutez, quand on parle d'optimisation fiscale, regardez ce qu'on appelle les BV, c'est-à-dire les sociétés de droit néerlandais possédées par tous les grands groupes français, de Renault à Total. Donc pour contourner justement ces lois françaises. Pour optimiser la fiscalité. Et très rapidement, vous avez finalement pu imposer la création de la vraie filiale en Alors ça s'est fait plus tard, on est devenu une SA, mais tout le monde savait très bien que c'était de toute façon Apple France. Et je me souviens que le bailleur de nos locaux à Courtabœuf, à l'époque... Déjà aux Ulis. Hein. Déjà, regarde, une société à 20 000 c'est francs. Pas très sérieux. Ça n'est pas très sérieux. Et je lui dis, c'était un laboratoire pharmaceutique que je ne nommerai pas, là aussi, et je lui dis, oui, mais attendez, c'est pour faire une niche au gouvernement français. Oh, mais très bien, d'ailleurs, je vous prête le mobilier. C'est donc une porte d'entrée pour le travail. Concrètement, très rapidement, à la surprise, je crois même de Cupertino, la France et Apple France est devenue une des filiales les plus
je dirais qu'il va connaître la croissance la plus importante dans le monde. C'est de dire le deuxième marché d'Apple après les États-Unis. Après les États-Unis dans le monde. Alors ça, c'était un peu... D'abord, je le dois à 3 personnes qui sont Michel Delon, malheureusement décédé, l'as de la logistique. De distribution et on faisait un meilleur boulot que tous nos concurrents en servant nos distributeurs parce que ça c'est ça qui me plaisait, moi j'avais ça dans les tripes. Un très bon directeur financier, Gilles Mouchonnet, malheureusement lui aussi décédé, et un superbe directeur commercial, Jean Calmont, un ancien d'IBM, et donc c'est porté sur les épaules de ces 3 dirigeants que j'ai pu avoir le reste de ma vie dans l'entreprise. Et une des choses qui était stupéfiante pour les Américains, c'est qu'on arrivait à faire payer les clients français, nos distributeurs donc, par les utilisateurs, plus rapidement qu'aux États-Unis. Et ce qui est complètement contre-intuitif pour des Américains. Et il faut dire qu'à l'époque, vous aviez quand même des concurrents redoutables qui étaient très bien implantés en France. Ouais. Bon, vous avez cité les constructeurs français, puis il y a l'arrivée d'IBM. Il y a IBM en 81 qui a mis beaucoup de temps, mais l'Apple II en France a été souvent vu comme une machine plus familiale et une machine de recherche. Et c'est surtout les concurrents comme Sinclair, Auric, Commodore qui menaceront petit à petit Apple. Mais Commodore, c'était pas forcément les mêmes budgets. C'était pas les mêmes budgets, mais Commodore s'entendra tellement mal avec son importateur de toute sa vie en fait de marque en France que l'Apple II sera plébiscité encore et toujours comme une machine, comme la machine préférée des Français. Il n'y a que l'Amstrad en 85 qui arrivera à ce niveau-là. À le détrôner. Et petite anecdote aussi, il y a un journal français qui s'appelait Hebdogiciel. L'Apple II est la seule machine à ne s'être quasiment jamais fait taper dessus par ce journal qui démontait tout le monde et qui avait un procès de chaque marque qui vendait des ordinateurs en France. Il faut dire qu'on a fait aussi une chose qui était très différente grâce à la bienveillance légèrement négligente de la maison mère. C'est que moi j'ai refusé d'adopter la stratégie d'essayer d'attaquer le monde des affaires avec l'Apple II et le Macintosh. J'ai dit ça c'est une machine pour individuel, ce n'est pas une machine d'entreprise. Et aux États-Unis, ils n'ont pas arrêté de se casser le nez aux portes de l'entreprise. Il y avait MS-DOS, il y avait un ordinateur avec un disque dur, il y avait Lotus 1, 2, 3, et il y avait marqué IBM dessus. Donc pour les entreprises, c'était fini, la porte était close. Pour les directeurs informatiques, les acheteurs de matériel professionnel, ils voulaient être rassurés et prendre une marque en qui ils pouvaient avoir confiance, une visibilité. Oui, c'était complètement logique. Et moi, je déteste aller en gants blancs et en casoar contre des nids de mitrailleuses. Et donc, j'ai dit non, on va pas essayer de rentrer dans l'entreprise, sauf par la porte latérale. Petit flashback, effectivement, vous lancez Apple en fin 80, on profitait à plein de la vague et la démocratisation de l'Apple II, et entre-temps, et ça n'a pas forcément été une période de succès absolu pour Apple, est-ce qu'il y a eu le revers de l'Apple III, Paul? Alors oui, là, c'est le premier, il y a eu plusieurs camouflés, Apple a essuyé plusieurs revers dans les années 80, l'Apple III et Lisa, on va parler de l'Apple III. C'est une machine qui n'a pas été dessinée par Woz, c'est la première machine à être dessinée par un comité. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs ingénieurs qui décidaient des fonctions que devait avoir ou non la machine. Déjà, Wozniak avait pris un peu de retrait par rapport, je dirais, à la direction de la compagnie. Alors en fait, c'est une saga sans fin qui va couler jusqu'en 86 quand l'Apple II GS va enfin sortir. Woz veut faire évoluer l'Apple II par petites touches et en faire la machine ultime. Apple dit non, il nous faut une machine professionnelle. Et c'est ils veulent attaquer IBM. Ils veulent attaquer IBM qui n'est pas encore là, mais on sait qu'IBM va rentrer. Donc ils créent l'Apple III qui est une machine avec un lecteur de disquette intégré, la même puce que l'Apple II, mais les ingénieurs 80 colonnes contre 40, même si tu as une carte qui permet de le faire sur l'Apple II, pour VisiCalc notamment. Et là, en fait, les ingénieurs de Cupertino ont cette idée complètement débile d'inclure une puce qui empêche les programmes de l'Apple II de tirer parti des fonctions supplémentaires de l'Apple III, ce qui fait que la machine sera quasi incompatible. Ils n'ont jamais des idées débiles, Apple. Non, oui, effectivement. Et alors, la machine peut, pareil, petite anecdote, on peut faire une liste. Steve Jobs dira pas de ventilateur pour cette machine, ça fait trop de bruit. Donc les ingénieurs se cassent la tête. Le boîtier exit le boîtier en plastique, on fait un boîtier en alu qui fera légèrement surchauffer la machine. Si vous avez un Apple III chez vous et qui ne marche pas, en fait c'est parce que les puces sortent de l'horlogement parce qu'elles ont chaud. Et il suffit de le soulever à 5 cm du sol et de le laisser tomber, tout se remet en place. Voilà, c'était une méthode conseillée par Apple. Vous confirmez donc l'échec, et je dirais là, dès qu'Apple à l'époque essayait de sortir un petit peu
du chemin tracé par Wozniak et la volonté peut-être de Steve Jobs de mettre un petit peu sa patte plus personnelle dans la conception. On verra plus tard qu'il a fait beaucoup de progrès, le garçon. C'était pas franchement une franche réussite, le premier ordinateur signé de Steve Jobs. Hein. Oui, je veux vous dire, moi, mon souvenir est qu'on n'a pas eu de vrais problèmes avec l'Apple III. Ouais. C'est pas aussi catastrophique que le décrit Paul? Non, mais surtout, on avait grâce à l'équipe que je dirigeais, on avait un très bon service après-vente. Ouais. Et j'avais pris il m'est arrivé une petite épiphanie, c'est-à-dire que quand un client furieux arrivait dans mon téléphone, au lieu de l'engueuler, je le récompensais. Parce que j'ai commencé, étant bien français, un client qui râle, il dit mais non. Et finalement, donc, je lui proposais d'abord de racheter sa machine. Oui. Écoutez, vous n'en êtes pas content, on vous la rachète. On n'a pas les moyens d'avoir un client mécontent. Oh mais non, parce que généralement, ce sont des fidèles non, mais sérieusement, qui sont déçus, mais ce sont des fidèles. Déjà, le esprit communautaire existait déjà au sein d'Apple. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et donc, on a rangé la machine, parce qu'on avait un très bon service après-vente, et je lui demandais s'il avait des enfants pour envoyer des t-shirts. Parce que contrairement à ce que les behavioristes racontent, moi, je voulais encourager les clients à se plaindre. Parce que ce qui tue une entreprise, c'est le mépris silencieux. Tant que le client râle, on a une chance d'arranger les choses. Quand le client est dégoûté et s'en va, c'est fini, on ne peut plus le rattraper. Et donc, pour l'Apple III, évidemment, il y a des problèmes. Mais comme on les réglait, qu'on n'a pas nié qu'ils existaient et qu'on était prêt à le faire, et puis qu'on a appris assez rapidement, justement, comment faire le tri, tester les machines avant de les livrer, et ça s'est beaucoup mieux passé que ça. Mais ce n'était pas une... Oui, et puis une très bonne machine. Le fait qu'il ne soit pas compatible avec l'Apple II au départ n'était pas forcément une bonne chose pour lui, pour vraiment le doper. Oui, ça, je vais vous dire, ça fait partie des sottises qui arrivent dans les entreprises où la politique, les petits groupes, les cliques font du mal. Normalement, il l'était, mais... Voilà, il y avait d'autres problèmes. Après, il y a eu une machine qui s'appelle l'Apple III Plus qui a réglé tous les problèmes et qui malheureusement n'a pas rencontré le succès. Vous parliez à l'instant de sottise d'Apple. C'est vrai qu'on peut dire que la direction d'Apple n'était pas forcément formée. Elle essuyait les plâtres, que ce soit Steve Jobs notamment, qui était très jeune à l'époque. Et le président de l'époque voulait quelqu'un d'expérience à la tête de la société. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé John Sculley. C'est lui qui vous a demandé de rejoindre... De quitter Apple France et de rejoindre Cupertino plus tard. Oui, au début, ça a été une sorte de séduction mutuelle, parce que je trouvais, quand j'ai rencontré John Sculley, je trouvais qu'il avait un discours extraordinairement clair sur ce qu'il fallait faire chez Apple. C'est un pro du marketing, il venait de Pepsi. Ah, oui, exactement. Un homme supérieurement intelligent. Et de mon côté, j'avais écrit 2 notes assez claires sur ce qu'il fallait faire pour rétablir la situation avec le Macintosh. Et c'est pour ça qu'un jour, il m'a proposé de venir à Cupertino pour... Donc vous avez quitté Apple France après le lancement du Macintosh? Oui, en 85. Le Macintosh a été lancé le 16 janvier 1984, comme on le sait. Et donc les débuts ont déçu pour toutes sortes de raisons, y compris le fait qu'en face, pour me répéter, il y avait MS-DOS, le PC XT avec un disque dur, Lotus 1, 2, 3 et l'imprimature d'IBM. Et donc, moi de mon côté, j'avais déjà vu avec les produits précédents qu'il ne fallait pas... J'avais même fait un poster où, si vous vous souvenez, il y avait 0 informatique. Oui. Et dans les caricatures de 0 informatique, il y avait un ingénieur d'IBM, les cheveux coupés en brosse, etc. Donc on avait fait faire un poster dans lequel il y avait une forteresse qui était l'entreprise, avec le gars du service informatique, l'ingénieur d'IBM qui versait du plomb fondu au-dessus à côté du pont-levis pour empêcher les gens de rentrer. Et puis sur le côté, il y avait le troubadour Apple
qui chantait, et puis la fille du châtelain qui lui jetait la clé de la porte latérale. Parce que c'est comme ça qu'on rentrait dans l'entreprise à l'époque, dans les services marketing, les créatifs qui voulaient faire des graphiques, de la musique, de la vidéo, pas encore, mais ça a été le cas. Donc, Scully a probablement eu assez de m'entendre dire voilà ce qu'il faut faire pour le Macintosh. Il m'a dit voilà, fais-le. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre ensemble, si vous êtes d'accord, comment le lancement, et même on peut parler d'échec du lancement du Macintosh 84, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Alors, on a un petit peu survolé, vous avez dit qu'il manquait des organes essentiels que vous allez greffer par la suite, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi un problème organisationnel, le rôle de Steve Jobs à l'époque? D'ailleurs, quelques mois plus tard, il va quitter la compagnie. Récemment, il y a eu un long métrage sur la vie de Steve Jobs qui est paru, et on voit de manière récurrente une opposition avec Steve Wozniak qui illustre l'opposition qu'il y avait entre l'équipe Macintosh et l'équipe Apple II. À l'époque, Steve Jobs n'avait aucun égard envers cette équipe et voulait puiser dans les ressources de l'Apple II qui faisait vivre la compagnie pour développer le Macintosh. Et c'était très mal vécu de la part de l'équipe de l'Apple II. Vous l'avez vécu, ça? Ah oui, très bien. Quand je suis arrivé à Cupertino, ma première réunion d'équipe, j'avais 29 personnes qui me rendaient compte de ce qu'on appelle des direct reports. Parce qu'il y avait les gens d'Apple II, les gens de Mac, et donc il fallait fusionner les deux organisations ennemies. Donc ils ne s'entendaient pas, ils ne se parlaient pas. Et puis Steve Jobs, disons-le, à l'époque, vous savez combien je l'admire et combien je suis reconnaissant de ce qu'il nous a apporté à tous, et entre autres à moi. Mais Steve Jobs était un personnage difficile, il a toujours été un personnage difficile. Mais il était en colère, d'autant plus qu'il voyait l'échec. Parce que le Macintosh a été lancé avec une fanfare extraordinaire. Vous connaissez le... Médiatique, hein. Et je me souviens, j'étais à Hawaï à la réunion des directeurs commerciaux d'Apple en novembre 83. Et donc, on est dans le théâtre, la lumière s'éteint. Passe la fameuse publicité 1984. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Déjà, quand vous ne l'avez jamais vu, même encore maintenant, ça vous laisse quand même une forte impression. Et la lumière s'éteint et descend du ciel, c'est-à-dire des êtres du théâtre, un Macintosh sur un fil qui boot avec un microphone, bong, au milieu de la descente. Et je peux vous dire, c'était l'hystérie complète, ça y est, c'est le futur d'Apple qui arrive. Et il y avait donc, grâce à ce lancement très bien fait, très professionnel, une attente très élevée. Malheureusement, quand il a fallu essayer de vendre ça aux entreprises, les entreprises ont dit mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. L'imprimante laser, c'est une merveille, la typographie qui a toujours été une longueur d'avance terrible. Oui, absolument. Mais c'était $7,000 de l'époque, la LaserWriter. Et donc c'était un marché de créatifs, à nouveau. Comme marché de niche, en clair. Un marché de niche, oui, avec malheureusement des attentes qui étaient qui allaient tout balayer sur son passage. Et en clair, à l'époque, au moment de la genèse du Mac, il n'y a personne qui a tiré la sienne de là en disant mais bon sang, il faut un disque dur. Ah mais moi je venais comme la réputation d'Apple France était ce qu'elle était devenue. J'assistais à des réunions à Cupertino et on s'engueulait. Steve Jobs voulait commencer avec le Mac à 64K. Oui. Je me souviens très bien.
Et ça a été des discussions. Alors d'abord, le Mac est sorti avec 2 ans de retard par rapport au plan. 2 ans, ce qui est quand même beaucoup. Et puis, il manquait beaucoup de choses. Le logiciel c'était un logiciel des débuts, donc n'était pas très fiable. En plus, l'operating system n'en était pas un. Oui. Parce que c'était un hack génial, mais c'était avec une boucle de fonctionnement. Et donc, il fallait que les applications soient polies et acceptent de rendre la main aux autres, sinon les autres applications ne pouvaient pas fonctionner. C'est un bricolage génial, dirons-nous. Ouais. C'était un bricolage génial. Et sautant en avant, Steve Jobs a bien compris ça. Quand il est revenu, d'abord quand il a fondé Next, il a pris avec lui non pas des hackers géniaux, qu'on connaît. Des vrais fondateurs d'operating system. Des vrais fondateurs d'operating system, Avi Tevanian, qui venait de Carnegie Mellon, Bertrand Serlet, qui venait de l'INRA et de Xerox PARC, Scott Forstall, qui est tout frais et moulu de papa d'iOS. Et c'était des computer scientists, c'était des scientifiques de l'informatique. Le Mac, c'était pas ça. Et c'est ça qui a rendu la vie très difficile au Mac, parce qu'une fois que les Américains... Les fondations n'étaient pas bonnes, en clair. Les fondations n'étaient pas bonnes. Et une fois que c'est fait, c'est très difficile, très difficile. On va voir qu'Apple va tirer ce boulet pendant très longtemps. On dit Hartzfeld, parce que macOS aura du mal. L'a tiré jusqu'à l'arrivée le retour de Jobs et de Next et de son équipe au pouvoir. Et ils ont passé 3 ans à glisser une fondation Unix et puis à essayer de faire que ça fonctionne à peu près au-dessus du but. Donc on peut dire que les ambitions de Steve Jobs, Paul, en 84 sont énormes. Hein. Ils annoncent plusieurs millions de machines, on est très loin de ce chiffre. Alors en fait, oui, voilà, ils vont en vendre 300 000 Mac en gros contre 5 millions prévus par Steve. Ouais, voilà, donc il y a un énorme gap. Alors il faut savoir que le Mac a commencé par se vendre extrêmement bien au tout début, pendant quelques semaines ou mois. Et puis ça a été une chute vraiment brutale. Ouais. Et c'est là que les problèmes ont vraiment commencé à arriver. D'autant que l'Apple IIc, lui, même qui était la version compacte de l'Apple II, s'est écoulé à 800 000 unités pendant le même temps. Ouais, voilà. Donc c'est très bien vendu. C'est très bien vendu. Apple a lancé la campagne Apple II Forever. Et on se demandait un petit peu, ça devenait une entreprise schizophrénique entre son héritage qui était techniquement bon mais qui commençait à être dépassé, un enfant très prometteur mais qui était capricieux, et on ne savait pas très bien comment tout ça allait finir. Alors, on n'est pas très loin du clash avec John Sculley. Comment ça se passait déjà, comment vous le décrivez? C'était impossible, il était vraiment ingérable à l'époque, Steve Jobs, avec ses équipes, avec Sculley qui était le patron, mais en face de lui, il avait le cofondateur, le principal actionnaire privé. Hein. C'était pas facile à gérer. On l'a vu par la suite, Steve, c'est un numéro 1. C'est pas un numéro 2. Voilà. Et quand on a des tripes de numéro 1, on ne peut pas exister comme numéro 2. C'est tout simple. En plus, il était extrêmement irrité par le manque de succès du Mac, qu'il voyait comme un échec personnel. Bon, il n'y a que ceux qui n'essayent pas qui n'échouent pas. Hein. Mais par contre, il était arc-bouté sur le fait de ne pas faire évoluer, comme vous le préconisiez, le Mac à l'époque, à savoir l'ouverture, un disque dur. Oui, surtout pas. Alors, ce qui est très, très bizarre, c'est que la deuxième réunion avec les ingénieurs, je dis bon, allez, on va... on met tout à plat. On va ouvrir le Mac, on va mettre des slots, de la couleur, un disque dur. Et les ingénieurs me disent oui. Je dis comment ça, oui Ah mais oui, c'est ce qu'il faut faire. D'où la plaque d'immatriculation qu'on a entrevue. Je me suis fait une plaque, parce que là, en plus, arrivé en Californie, avec les plaques d'immatriculation sur mesure, avec mes chaussettes Nike, c'était le pied. Donc je me suis offert une plaque d'immatriculation OpenMac, ce qui a l'avantage aussi d'avoir un slogan, un vrai slogan, compact, en disant voilà ce qu'on doit faire. Vous vous êtes très bien entendu avec la directrice des ressources humaines aussi à ce moment-là, qui vous a beaucoup épaulé. Oui, j'ai été bien, j'ai été en général, je dois dire même que je suis beaucoup plus reconnaissant maintenant que je ne l'étais à l'époque, parce qu'avec le recul, je vois mieux les choses, naturellement. Et ce n'est pas la toilette des souvenirs. Je pense que les gens étaient vraiment très, très, très gentils et compréhensifs à mon égard, parce que culturellement, je n'étais pas bien en phase avec la culture
Vous savez, là-bas, un ingénieur, si vous dites à un ingénieur, ton truc c'est de la merde, il n'y a plus de conversation possible. Il se referme. Ça se referme. En France, l'ingénieur vous dit non, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Et puis, comme dit Nougaro dans Toulouse, on se traite de con à peine qu'on se traite. En France, ça va bien. En Californie, ça ne va pas du tout. Et donc, il a fallu que j'apprenne des mœurs un peu plus californiennes. Et justement, les gens étaient très tolérants à mon endroit. Alors avant juste d'aborder l'Open Mac, un petit bref rappel, parce que j'ai oublié de vous le rappeler, le concours pour remporter donc 10 exemplaires dédicacés par Jean-Louis Gasset. Notre magazine spécial, 180 pages, 180 photos, 0 publicité, des 40 ans, spécial 40 ans, d'Apple qui est en kiosque, n'hésitez pas à vous le procurer, 10 exemplaires. On vous expliquera en fin d'émission comment vous le procurer, c'est assez simple. Il suffit de répondre 40 ans via l'hashtag ORLM et le compte On refait le Mac. 40 ans via l'hashtag On refait ORLM et le compte On refait le Mac sur Twitter. Cette semaine, notre partenaire Lassie vous offre 2 disques durs Porsche Design Mobile Drive Gold exclusif Apple d'une capacité de 2 Tera en répondant à la question qui vous sera posée à la fin de cette émission. Lassie est un partenaire technologique d'Apple depuis de nombreuses années et va encore vous le prouver prochainement. Rendez-vous le 19 avril prochain. Avant la période Open Mac, se passe le divorce entre Apple et Steve Jobs. Le divorce entre Sculley et Steve Jobs, vous le disiez, il était difficilement gérable. Il y a un épisode qui a été plusieurs fois relaté, notamment dans la biographie de Walter Isaacson, la biographie officielle de Steve Jobs, où on décrit que John Sculley reçoit un coup de fil où est prévenu que s'il part faire ce fameux voyage en Chine, il ne serait plus à la tête d'Apple le lendemain. Ce coup de fil, ces conversations, c'est vous qui l'auriez eu avec John Sculley. C'est de l'info ou c'est de l'intox? Non, je suis une des personnes qui ont eu ce type de conversation. Nous étions pas le seul parce que Steve faisait le tour des dirigeants d'Apple pour avoir leur assentiment pour mettre Sculley dehors. Oui. Ça sont les querelles de sérail dans toutes les entreprises. Ça n'a rien d'original. Et donc, voyant la situation, je me retrouve à une soirée chez Al Eisenstadt, qui était le vice-président juridique d'Apple à l'époque, et je mets mon index sur le sternum de John Sculley en disant « Si tu pars en Chine demain, c'est terminé ». Il était surpris, il s'y attendait à cette rébellion possible? Oui, la situation était très tendue. Je veux dire, ça n'a pas été vraiment une surprise. Souvent, il faut quelque chose qui fasse un déclic, mais il faut qu'il y ait quelque chose préalable au déclic. Et voilà, c'est comme ça que ça a été un des tournants de l'histoire d'Apple. Et donc là, la conseil d'administration a été commandé, je dirais, en urgence, et Steve Jobs a perdu la confiance de ce conseil d'administration. Et donc il est resté au conseil d'administration, mais il a été démis de ses fonctions exécutives, si ma mémoire... ce qui donnait des situations très, très compliquées. Quand je faisais une présentation au conseil d'administration, il y avait Steve Jobs dans le conseil, ce n'était pas des plus confortables. Quand j'ai annoncé ça à l'équipe d'ingénieurs, Steve Jobs était à l'arrière de la salle. Après, on a discuté sur le trottoir. Il a éclaté en larmes dans mes bras. Je lui ai donné mon mouchoir. Enfin, c'est certainement une situation très difficile à vivre. C'était très pénible. C'était très pénible parce que c'était aussi. Bon, je l'avais bien connu au fil des années. Il venait en France. C'était un homme complexe, mais en même temps, la vertu essentiel de Steve Jobs, c'était de faire sentir qu'on pouvait changer le monde, que l'impossible n'était pas Apple, qu'il fallait rêver, il fallait avoir des ambitions bien plus grandes, que les limites officielles de la réalité n'étaient pas les bonnes. Alors quelquefois ça ne marchait pas, quelquefois ça marchait. On a vu avec le Mac, ça n'a pas marché. Mais quand on voit toute la trajectoire de Steve Jobs, il a inspiré des milliers à l'intérieur d'Apple et des millions à l'extérieur d'Apple. Il les a inspirés avec une vision de non, on peut changer le monde. Et
Concrètement, vous pensez que cette éviction de Steve Jobs lui a été bénéfique? Il a dit lui-même, absolument, ça a été bénéfique à tout le monde. Il l'a dit lui-même dans le discours de remise de diplôme à Stanford, discours qu'il faut absolument lire, que c'est un très très bon discours. Des gens disent c'est pas lui qui l'a écrit, on s'en fout, parce que de toute façon, en fin de compte, c'est lui qui a fait les grandes lignes. Bien sûr. C'est son discours, parce que c'était lui, quand on le connaît, c'était vraiment lui. Il a dit que c'était une bonne chose, parce que qu'est-ce qui s'est passé après? Steve Jobs avait un animal en lui. Et il le maîtrisait mal, et en 85, cet animal l'a jeté bas, l'a jeté par terre. Bon. Il s'est relevé, il a acheté Pixar. On a tous ricané quand il a acheté Pixar. Studio de 3D. On a ricané quand elle a acheté Pixar pour 51 millions à Lucas. Bon. Il en a fait la firme qu'on connaît. Quand on fait ça, rien que ça, dans sa vie, on est un capitaine d'industrie. Ce qui a fait sa fortune, plus que celle d'Apple, la vente de Pixar plus tard à Disney. Hein. En parallèle, il a fait Next. Ouais. Qui est un succès technique et un échec commercial, qui était là. Donc il a été enrichi dans l'expérience par les problèmes qu'il a eu avec Apple, le succès qu'il a eu avec Pixar, le succès technique et les problèmes commerciaux qu'il a eu avec Next. Et quand il est revenu aux commandes d'Apple, il avait toute cette sagesse sur les succès et les erreurs mélangées qui sont la bonne façon d'apprendre. Vous qui travaillez dans le capital risque aujourd'hui, dans les fonds d'investissement, la nécessité de trébucher, de faire des erreurs pour pouvoir réussir, c'est plutôt une philosophie plutôt sympathique, non? Aux États-Unis, contrairement à mon pays natal, ici, si vous ratez, vous êtes un raté. Oui. Là-bas aux États-Unis, si vous échouez, vous avez de l'expérience. Sauf, il y a quand même, comme dans le droit canon catholique, il y a le péché qu'on ne peut pas absoudre, qui est le péché contre l'esprit. C'est-à-dire là-bas, le péché contre le système. Si vous échouez et que vous dites ouais, c'est la faute du système, là on va vous dire this is great. Ce qui veut dire, allez, vac. Pour conclure sur cet épisode, pourquoi avoir choisi John Sculley plutôt que Steve Jobs à l'époque? Il n'était pas, selon vous, prêt pour diriger l'entreprise comme il le souhaitait? Il était trop jeune? Il était trop instable? Je ne sais pas trop quoi vous répondre. Pour moi, c'était clair que Steve ne voulait pas revenir sur sa fixation sur un Macintosh fermé. Selon moi, c'était... Vous ne voulez pas l'ouvrir. Voilà. Selon moi, c'était une erreur. Et puis, je lui ai dit, à l'époque, je lui ai redit bien plus tard, que personnellement, je ne voulais pas travailler pour lui. Parce que je n'avais pas suffisamment de stabilité émotionnelle pour avoir un patron comme lui. Non, mais sérieusement. C'est une personne très difficile. Oui. On a beaucoup de gens qui sont passés par cette mission de le décrire. Et même notre on avait en commun un vendeur de voitures qui dit... Vous êtes chez Mercedes, par exemple, c'est ça? Qui racontait que Steve Jobs l'appelait effectivement à 2h du matin. D'accord. Et qu'il avait failli virer Steve Jobs de son carnet de clients 2 fois. Parce que Steve Jobs voulait changer à 2h du matin pour changer les roues. C'est un peu psychopathe comme garçon. Mais ça fait partie de la légende, dirons-nous. Vous avez regardé Picasso. Vous croyez que Picasso, c'était quelqu'un de facile? Oui, mais il s'est quand même bonifié avec le temps, rassurez-moi. En partie. C'est-à-dire qu'il est devenu un manager absolument extraordinaire. Parce que quand on voit le turnaround d'Apple, de ce que j'appelle Apple 2.0, à partir de 97, quand il pousse Guy Amelio, qu'on remercie tous d'avoir... Non, mais sérieusement, on peut remercier Guy Amelio d'avoir fait revenir Steve. C'est quand même une extraordinaire bonne décision.
for that warm welcome. Now I guess I'm going to have to give a speech. I came today to give you a status report on what's going on and to try to fill you in on some of the steps we're taking to get Apple healthy again. Il a complètement retourné la situation. Il a fait un deal avec Bill Gates, qui est un deal un peu plus obscur que ce qu'on raconte. Et puis, il y a eu toute une suite de succès absolument extraordinaires. Et il a laissé derrière lui un système qui marche bien. Est-ce qu'il vous en a voulu personnellement, Steve Jobs, par la suite, de ce choix? Oui, bien sûr. Bah, c'est normal. Je veux dire, je ne m'attendais pas de la reconnaissance de sa part. Par la suite, vous êtes réconciliés avant que... Réconcilié. Ouais, quand John Sculley m'a viré, parce qu'il faut dire les choses. On va y venir. John Sculley est mon bienfaiteur, et donc je ne peux vous en dire que du bien. Ouais. C'est lui qui m'a donné une chance, des promotions, puis qui un jour m'a dit, écoute, non, ça va pas, on peut plus travailler ensemble, donc voilà, c'est normal. C'est du business. Oui, non, mais justement, mais moi je trouve ça tout à fait normal. Je n'avais pas. Et donc lorsque Sculley vous a viré, Steve vous a parlé? Oui, Steve m'a appelé. Alors viens voir, on pourrait faire de grandes choses ensemble. Je dis non, Steve, non. Et puis quelques années plus tard, il est arrivé un dimanche matin à la maison. Dimanche matin comme ça, sans prévenir, et il voulait m'inviter au lancement de Next sur Intel, parce que j'avais écrit un article dans Next World, de dernière page. Le magazine de Next. De Next, qui était... mais pour Next. Voilà, c'est ça. Qui était... dans lequel je concluais en disant, Next n'est pas Apple, mais Steve est toujours Steve. Et Steve avait trouvé que c'était sympathique, et donc je me suis retrouvé invité, assis à côté de son père, Paul Jobs. Il était venu avec son épouse. Les choses s'étaient apaisées donc avec le temps. Oui, et puis je veux dire, ça allait bien pour lui. Oui. Donc Pixar était un énorme succès. Mais non, Production bourse, rachat par la suite par Disney. Voilà. Mais on va revenir, si vous êtes d'accord, sur votre œuvre au sein d'Apple et comment vous avez remonté faire de cet échec ou de succès relatif qui était le Mac en 84 un vrai succès. Ça, on le parlera dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant, je vous rappelle notre concours avec le magazine iCreate pour remporter 10 exemplaires du hors-série 40 ans d'iCreate dédicacé par Jean-Luc Gasset. Il suffit de répondre 40 ans via le compte On refait le Mac, on refait le Mac, et l'hashtag ORLM. Pour remporter 2 disques durs Porsche Design Mobile Drive Gold exclusif Apple d'une capacité de 2 Tera offert par LaCie, répondez à cette question. Citez au moins 3 grands designers industriels qui ont créé pour LaCie. Citez au moins 3 grands designers industriels qui ont créé pour LaCie. Répondez exclusivement via le compte Twitter On refait le Mac en associant l'hashtag ORLM LaCie. Répondez exclusivement via le compte Twitter @On refait le Mac en associant l'hashtag ORLM LaCie. LaCie est un partenaire technologique d'Apple depuis de nombreuses années et va encore vous le prouver prochainement. Rendez-vous le 19 avril prochain. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. On va parler de BOS, on va parler de la saga du Mac et du rachat de Next. Et puis on va essayer, si on a le temps également la semaine prochaine, d'avoir une vision un peu plus prospective. À la semaine prochaine. Au revoir.